En 1849, dans la vallée de la Saône, à une journée de route de Lyon, se dressait le domaine de Vautrin, un manoir gris et massif, bâti sur un promontoire de pierre que les habitants appelaient la Roche des âmes. On disait qu'en frappant du pied le sol du parc, on entendait un écho comme un souffle venu des profondeurs. Le comte Léonard de Vautrin, dernier héritier d'une lignée appauvrie mais respectée, y vivait retiré depuis la mort prématurée de sa femme, Louise. Jadis chirurgien militaire sous Napoléon, il s'était voué, après la guerre, à ce qu'il appelait sa recherche ultime, comprendre la frontière entre la vie et la conscience. Les gens du village le disaient illuminé, d'autres le craignaient, car depuis des années, il faisait venir au domaine des journaliers et des domestiques qu'on ne revoyait jamais repartir. Le maire avait bien tenté une inspection, mais Vautrin, savant reconnu, membre de la Société de médecine de Paris, couvrait tout de ses titres et de sa froide éloquence. Son unique fille, Élise, âgée de 20 ans, vivait dans les étages supérieurs, invisible au monde. Les rares témoins qui l'avaient aperçue à travers une fenêtre décrivaient une jeune femme d'une pâleur de cire, au regard fixe, habillée toujours de blanc, comme une apparition. On prétendait qu'elle était malade de naissance, incapable de sortir à la lumière, et que son père expérimentait sur elle des traitements d'un autre âge, mêlant médecine, magnétisme et prière. Un matin d'octobre, un jeune homme du nom de Pierre Duval se présenta au portail du domaine. Orphelin, travailleur, il cherchait une place. Le majordome, un vieil homme au dos voûté nommé Giraud, le fit entrer sans un mot. À peine avait-il franchi le seuil qu'il sentit une pesanteur étrange, un silence profond comme si les murs respiraient. L'air sentait le fer et le romarin. Le comte l'accueillit dans le grand salon, vêtu d'une redingote noire, les yeux clairs et secs. « Vous êtes robuste, dit-il. Je cherche quelqu'un qui n'a pas peur du sang ni du secret. » Pierre, croyant à un simple travail d'infirmerie, accepta sans comprendre. Il fut logé dans une petite chambre du rez-de-chaussée, juste au-dessus des caves. La première nuit, il entendit un bruit régulier comme un battement venu d'en bas, ni celui d'une machine, ni celui d'un cœur. Au matin, il découvrit dans la cour des traces d'un liquide brunâtre qu'on avait tenté d'effacer. Les jours suivants, le comte lui donna des tâches étranges, porter des caisses dans la cave, nettoyer des instruments de verre, alimenter un feu constant dans la grande cheminée du sous-sol. Il y avait là un vaste laboratoire, rempli de beaux pots et de crochets, où Vautrin passait des heures sans parler. Un soir, il le surprit devant une table de pierre, écrivant à la lueur d'une lampe. Sur la table, quelque chose bougeait lentement sous un drap. Le comte, sans lever les yeux, murmura « Le corps obéit à la volonté. Même morte, elle entend. » Ce soir-là, Pierre voulut partir, mais la grille du domaine était verrouillée. Le lendemain, il croisa Élise dans le couloir. Elle avançait lentement, les mains jointes, ses yeux fixés droit devant elle. Lorsqu'elle passa près de lui, il sentit une odeur d'herbe et de cire. Elle s'arrêta, tourna la tête d'un mouvement mécanique et dit « Vous aussi, vous entendez ?» Il ne sut que répondre. Elle reprit sa marche. À partir de ce jour, les phénomènes se multiplièrent. Des bruits étouffaient la nuit, des silhouettes derrière les vitres, des lampes qui s'allumaient seules. Pierre, épuisé, découvrit dans un tiroir du laboratoire un cahier couvert de chiffres et de phrases latines. « Mince vincit mortem ». L'esprit vint la mort. Il lut plus loin « Sujet 6, réactivité accrue, absence de conscience ». Sujet 7, tentative de fixation de la volonté par transfusion, échec partiel. Sujet 8, Élise. À cet instant, il comprit que le comte utilisait sa propre fille dans ses expériences. Pris de panique, il voulut s'enfuir. Mais dans le couloir, une voix l'appela. C'était Élise. Elle se tenait à la porte de sa chambre, un chandelier à la main. « Aidez-moi, dit-elle doucement. Il veut que je me souvienne de ce que je n'ai pas vécu. » Pierre la suivit dans la pénombre. La pièce était vide, sauf un grand miroir recouvert d'un drap noir. Elle retira le tissu. Dans la glace, le reflet montrait non pas 2 personnes, mais 3. Un homme en manteau noir se tenait derrière eux, le visage effacé. La flamme du chandelier vacilla, puis s'éteignit. Quand Pierre rouvrit les yeux, il était seul. Élise avait disparu. Le lendemain, le comte déclara calmement que sa fille était malade et qu'il ne devait plus jamais prononcer son nom.
Cette nuit-là, le battement sous le sol reprit, plus fort, presque humain. Et au-dessus de la table de pierre, le comte écrivait « Sujet 9, réactivation réussie, volonté fixée. La mort n'est qu'une distraction. » L'hiver tomba sur la vallée de la Saône comme une chape de plomb, étouffant les cloches des villages et les rumeurs que le vent portait des collines. Au domaine de Vautrin, la neige s'amassait contre les vitres, les corridors sumentaient d'humidité et le feu du grand hall semblait brûler sans chaleur. Pierre Duval, depuis la disparition d'Élise, vivait dans une sorte de torpeur fiévreuse. Le comte lui avait ordonné de ne plus poser de questions. Mais les nuits, le jeune homme descendait dans les caves, obsédé par ce battement régulier qui résonnait sous la pierre comme un second cœur. Il remarqua que le son suivait un rythme précis, 72 pulsations par minute, toujours identiques, comme un métronome vivant. Dans la journée, le comte travaillait sans relâche, notant tout, mesurant la température de l'air, prélevant des échantillons d'eau du puits, examinant des fioles de sang coagulées. Son visage devenait plus pâle, ses yeux plus brillants, comme si quelque chose en lui se nourrissait d'une énergie invisible. Pierre voulut partir, mais les routes étaient bloquées par la neige, et le vieux Giraud, le majordome, répétait en silence « On ne quitte pas la maison quand elle dort ». Le soir, il entendait parfois Giraud prier à voix basse dans l'escalier, tenant un crucifix entre ses doigts tremblants. Le comte, lui, semblait ne plus dormir. Il parlait seul, marchant dans les couloirs, citant des phrases de Paracels et de Mesmer, murmurant « La volonté est une force magnétique, elle ne disparaît pas, elle s'imprime dans la chair comme dans le métal. » Un matin, Pierre fut convoqué dans le laboratoire. La table de pierre, nettoyée, luisait d'une clarté étrange. Sur le côté, sous un drap blanc, reposait une forme humaine. « Approchez, » dit Vautrin. « Vous allez m'aider à prouver ce que la science nie. » Il souleva le drap. C'était Élise. Elle semblait endormie, ses lèvres légèrement bleutées, ses mains jointes sur la poitrine. « Elle n'est pas morte, » poursuivit le comte, « mais sa volonté s'est retirée. Je vais la rappeler. » Il demanda à Pierre de tourner une manivelle reliée à une machine de cuivre. Le mécanisme se mit à vibrer, des étincelles jaillirent et une odeur de fer remplit la salle. L'aiguille d'un baromètre se mit à trembler et le cœur de la jeune femme se souleva sous la peau imperceptiblement. « Vous voyez » cria Vautrin. Mais soudain, un des tubes éclata, projetant un jet de liquide rouge sombre. Pierre recula, horrifié, et s'enfuit en trébuchant dans l'escalier. Derrière lui, le comte riait, un rire sec et dément, répétant « Elle a répondu, elle a répondu !» Cette nuit-là, Pierre et Vachélie se tenaient à la porte de sa chambre, vêtus de la même robe blanche, ses yeux ouverts mais vides, murmurant « Il me garde entre deux souffles ». Au réveil, son oreiller était trempé, et dans le couloir, des empreintes humides menaient jusqu'à la cave. Au matin, il trouva le vieux Giraud en train de brouiller des papiers dans la cheminée. « Que faites-vous » demanda-t-il. L'homme répondit « Il faut empêcher qu'il recommence ». Mais avant qu'il ne puisse dire davantage, une porte claqua. Le comte apparut, livide. « Giraud, allez dans la cave, nous avons besoin d'un nouveau sujet. » Le vieux homme pâlit, tenta de protester, mais le regard du maître le cloua sur place. Ce fut la dernière fois que Pierre le vit vivant. Le lendemain, il ne resta du majordome qu'un manteau suspendu à un clou et un crucifix brisé. Pierre, terrorisé, pensa fuir à travers les bois, mais la neige tombait drue et les grilles du domaine étaient soudées par le gel. Dans les jours suivants, Vautrin devint plus silencieux, presque doux. Il parla à Pierre comme à un fils. « Tu ne comprends pas encore, mais tu verras. Ce que j'ai entrepris n'est pas un crime, c'est une délivrance. La chair n'est qu'un instrument, la mémoire, elle, est éternelle. » Le soir, il montra un carnet plein de diagrammes. Chaque page représentait une silhouette humaine, traversée de lignes rouges. Au centre, un symbole. Un cercle divisé en 12 parts. C'est le schéma du flux vital. Chaque être laisse dans l'air une trace magnétique. Si l'on peut la capter, on peut la faire revenir. Élise n'est pas morte, elle est simplement en attente. Pirosa lui demandait « Et ceux d'avant, les journaliers, les servantes ?» Le comte le regarda avec un sourire presque paternel. Des échecs nécessaires. Dans la cave, le battement reprit plus fort, si fort qu'on aurait dit que la telle respirait. Une nuit, ne pouvant plus supporter cette tension, Pierre descendit seul, une lampe à la main. Le sol vibrait légèrement. En s'approchant du puits, il vit une vapeur rougeâtre s'en élever pulsant au même rythme que le battement. Sur la margelle, gravée dans la pierre, 3 mots. « Elle me parle ». Il sentit alors une main glacée se poser sur son épaule. Élise se tenait derrière lui. Elle semblait plus vivante que jamais.
Son visage lumineux dans la pénombre, elle dit « Il m'a ramené, mais je ne suis plus seule. » Sa voix changea, grave, presque multiple. Il a voulu que la volonté survive, et maintenant elle cherche un corps. Pierre recula, trébucha, la lampe se prisa. L'obscurité les engloutit. Quand il revint à lui, il était dans son lit, le matin venu, et ses draps étaient trempés. Le comte entra sans frapper. « Ne craignez rien, dit-il. Vous avez participé à un moment historique. » Pierre voulut parler, mais ses lèvres tremblaient. Le comte posa sur sa table une clé en fer. « Ce soir, vous descendrez seul. La preuve doit être répétée. Si je réussis, tout changera. » Puis il sortit. Le soir venu, Pierre obéit, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Dans la cave, la table était vide. La machine de cuivre ronronnait doucement. Le carnet ouvert montrait un nouveau mot écrit à la hâte. Sujet 10, fixation parfaite. Élise, état de conscience partagé. Et, plus bas, comme une signature, Pierre Duval. À ce moment, il comprit. Ce n'était pas elle qu'on ramenait, c'était lui qu'on effaçait. Le battement du sol s'accéléra, une chaleur monta dans sa poitrine, ses veines brûlèrent et il sentit sa conscience se dissoudre dans un flot rouge et lumineux. Quand le comte entra quelques heures plus tard, la cave était vide. Seule la lampe était encore allumée. Et sur la pierre, 2 empreintes de mains, une d'homme, une de femme, fondues ensemble comme dans la pierre même. Le comte sourit, ferma les yeux et murmura « Enfin, la volonté s'est transmise. » Dehors, la neige se mit à tomber en silence, et, dans la vallée, jura de voir la nuit suivante 2 silhouettes marcher côte à côte sur la route gelée, se tenant par la main, disparaissant peu à peu dans la brume du matin. Le temps avait recouvert le domaine de Vautrin comme une poussière d'oubli. À la fin du siècle, la maison n'était plus qu'une ruine à moitié dévorée par le lierre, que les enfants du village montraient du doigt en chuchotant qu'on y entendait parfois le cœur de la terre. En 1888, une société parisienne d'électricité racheta les terres du comte pour y implanter une petite centrale hydraulique, espérant dompter la rivière de la Saône. L'ingénieur chargé du projet, Étienne Morel, homme rationnel et ambitieux, se moquait des superstitions. Il arriva au printemps avec sa jeune épouse, Claire, curieuse et rêveuse, et décida d'installer leur logis provisoire dans la partie encore debout du manoir. Les villageois tentèrent de les en dissuader. Le maire, un vieil homme aux mains noueuses, murmura « On ne dort pas là-haut, monsieur. La maison garde ceux qui la réveillent. » Étienne sourit. « Je ne crois qu'à la science. » Le premier soir, ils dînèrent devant la grande cheminée. L'air sentait la pierre humide et le fer. Claire observa les murs. Sous la suie, des inscriptions anciennes apparaissaient. « Mens vincit mortem ». Elle interrogea son mari. Il répondit distraitement « Une devise d'alchimiste ». Dans la nuit, elle crut entendre un bruit régulier, lointain, semblable au battement d'un tambour étouffé. Étienne, éveillé, posa la main sur le mur. « C'est la rivière qui résonne sous la roche. » Mais le lendemain, les ouvriers affirmèrent que le sol vibrait différemment, à intervalles fixes, comme un pouls. En creusant pour poser les fondations, ils mirent à jour un réseau de galeries et une grande dalle gravée d'un symbole circulaire. Étienne, intrigué, fit descendre une lampe. Sous la pierre, il découvrit une cavité où stagnait une eau rougeâtre. La chaleur y était anormale. Il envoya un échantillon à Lyon. Le rapport mentionna une composition inconnue contenant des traces organiques. Le soir, il nota dans son carnet « Peut-être un phénomène géologique nouveau, on dirait du sang. » Peu à peu, son caractère changea. Lui qui riait de tout devint silencieux, nerveux, absorbé. Claire, inquiète, explora la maison. Dans la bibliothèque, elle trouva un coffret verrouillé. En forçant la serrure, elle découvrit des carnets couverts d'une écriture minuscule. « Journal du comte L. de Vautrin ». Elle lut au hasard. « Sujet 10. Fixation parfaite, transmission accomplie. » Ces mots la glacèrent. Plus loin, « La volonté cherche un nouvel hôte. » Quand Étienne rentra ce soir-là, il avait les mains couvertes de terre. « Tu lis les histoires des morts maintenant » dit-il sèchement. Elle tenta de plaisanter, mais son regard lui fit peur. Les jours suivants, il passa ses nuits dans la cave, prétendant observer les vibrations. Les ouvriers, terrifiés, quittèrent le chantier. Claire resta seule avec lui. Une nuit, réveillée par un craquement, elle descendit. La porte de la cave était entr'ouverte. À la lueur de la lampe, elle vit son mari agenouillé devant la dalle ouverte. L'eau rouge pulsait doucement.
Il tendait la main, fasciné. « Écoute, dit-il, c'est vivant !» Lorsqu'elle voulut l'arrêter, il se retourna. Son visage était pâle, ses yeux d'un gris métallique. « Elle m'appelle. Elle a besoin d'un souffle. » Il posa la paume sur la surface liquide. Un frisson parcourut la pierre, la lumière vacilla, et Claire sentit une chaleur monter dans la pièce, suivie d'un murmure. « Elle me parle. » Elle s'enfuit en hurlant. Le lendemain, Étienne était introuvable. La cave exhalait une vapeur tiède, et dans l'eau, une silhouette indistincte semblait flotter. Claire appela à l'aide, mais personne ne monta. Les jours passèrent. La rivière, en contrebas, changea de couleur. Elle prit une teinte cuivre, puis rouge. Les journaux locaux parlèrent d'oxyde de fer. Un médecin nota « phénomène naturel ». Mais la rumeur courut que le comte était revenu. Claire, elle, restait enfermée dans la maison, écrivant jour et nuit. Dans son carnet retrouvé bien plus tard, on put lire « Il n'est pas mort, il est passé de l'autre côté. Et la maison respire à son rythme. » En 1890, un incendie ravagea les ruines. On retrouva dans les cendres une cloche de verre intacte, contenant un cœur minéral parfaitement conservé, battant encore faiblement. On l'envoya à Paris, au muséum. Le conservateur l'arrangea dans un tiroir, étiqueté « Curiosité biologique non identifiée ». 50 ans plus tard, pendant la guerre, le musée fut bombardé. Les archives brûlèrent, mais le cœur ne fondit pas. Un ouvrier affirma l'avoir vu vibrer dans la nuit éclairée par les flammes. Après la guerre, on perdit sa trace. Pourtant, en 1956, dans un laboratoire de Dijon, une jeune chercheuse nommée Élise Morel, descendante du couple, reçut une caisse anonyme contenant un objet enveloppé de toile. Une cloche de verre fissurée, à l'intérieur de laquelle un cristal rouge pulsait lentement. Avec un mot, écrit d'une main ancienne, « Pour que la volonté continue ». Elle crut à une plaisanterie, mais la chose léagissait à la chaleur de sa paume. Il fit des tests. Le cristal produisait un champ électrique faible, à fréquence constante de 72 battements. En l'observant, elle eut la vision d'un homme écrivant dans un laboratoire, d'une femme en rose blond, d'une cave pleine de vapeur rouge. Elle pensait devenir folle. Pourtant, chaque nuit, le battement se mêlait à son propre rythme cardiaque. Bientôt, ses collègues remarquèrent qu'elle ne dormait plus, qu'elle travaillait sans relâche, notant des formules qu'elle disait recevoir d'une voix intérieure. Un jour, elle disparut du laboratoire, laissant derrière elle un carnet. « La volonté ne meurt pas, elle attend que quelqu'un l'écoute. » À partir de cette époque, les sismographes de la région enregistraient une vibration régulière, infime, venue du plateau de Saint-Alban. Et les habitants recommencèrent à raconter qu'au crépuscule, près de la rivière, on voyait une jeune femme marcher lentement dans la brume, tenant dans ses mains un objet lumineux qu'elle déposait parfois sur la terre avant de s'évanouir dans l'air. Ceux qui s'en approchèrent jurèrent avoir entendu un murmure de pierre et de sang. « Je ne souffre pas, je me souviens. » En 1978, la France s'endormait dans une paix trompeuse. Ses usines pleines de machines, ses laboratoires remplis de certitudes. À Dijon, dans les sous-sols de l'Institut national de biophysique, un groupe de chercheurs, dirigé par le professeur Henri Valancourt, travaillait à un projet confidentiel baptisé HELIOS, censé étudier la résonance cellulaire et les ondes biologiques. Parmi eux, se trouvait une jeune chercheuse brillante et solitaire, Élise Morel, descendante de la lignée de Saint-Alban. Elle n'avait jamais parlé de ses origines, mais sur son bureau, à l'abri des regards, reposait un petit fragment de cristal rouge, scellé dans une boîte en verre, que les analystes avaient déclaré inerte. Personne ne savait qu'il battait faiblement chaque nuit, synchronisé à son propre cœur. Élise notait tout, les pulsations, les variations de fréquence, les sensations physiques qu'elle ressentait en sa présence. Dans son journal, elle écrivait « Ce n'est pas une pierre, c'est un souvenir vivant. Il réagit à mes pensées. » Peu à peu, elle remarqua qu'à chaque émotion forte, peur, désir, colère, le cristal se mettait à vibrer, dégageant une chaleur douce, presque humaine. Valancourt, intrigué par les données qu'elle lui présentait, commença à l'observer de plus près. Il découvrit que le rythme enregistré par ses capteurs suivait une logique impossible, une modulation binaire identique à celle des ondes cérébrales humaines. Quand il lui demanda où elle avait trouvé cet échantillon,
Elle répondit simplement « Dans ma famille. Ils passent de main en main depuis un siècle. » Ce soir-là, Valancourt resta longtemps seul dans le laboratoire, relisant les chiffres. Quelque chose dans ce rythme l'obsédait. 72 pulsations exactes, comme un battement humain, mais régulier, sans faille. Il pensa d'abord à une interférence mécanique, puis comprit que le phénomène persistait même sans alimentation électrique. Le lendemain, le cristal avait disparu du bureau d'Élise. Elle accusa Valancourt, qui nia. Dans les jours qui suivirent, une série de pannes étranges toucha l'Institut. Lumière vacillante, ordinateur s'éteignant seul, disque dur effacé. Les techniciens parlaient d'un champ électromagnétique anormal dans le sous-sol. Valancourt, insomniaque, commença à entendre, à la limite du sommeil, une voix féminine lui chuchoter « Tu l'as réveillée ». Élise, elle, changeait. Son teint devenait plus pâle, son regard plus fixe. Ses collègues disaient qu'elle semblait écouter quelque chose que personne n'entendait. Un soir, elle demanda à Valancourt de la suivre. Ils descendirent dans la salle des résonances, un vaste espace circulaire creusé dans le béton, où l'on testait les sons infrabasses sur des cellules. « J'ai compris, dit-elle. Ce que cherche la matière, ce n'est pas la vie, c'est la mémoire. » Elle posa sa main sur le sol, un grondement monta des profondeurs. Le professeur recula, effrayé. La surface vibra comme une peau, et un souffle chaud les enveloppa. « C'est le même rythme que sous le domaine, » murmura Élise. « Vous ne pouvez pas le mesurer, il faut le ressentir. » Le lendemain, elle ne revint pas au laboratoire. Sur son bureau, un message griffonné. « Je descends chercher la source. » Valancourt alerta la direction, on fouilla les caves, les tunnels techniques, sans succès. 3 jours plus tard, la ville entière fut secouée par une vibration ressentie jusque dans les vitres des immeubles. Les instruments enregistraient une fréquence stable de 72 Hz. Le phénomène dura 20 minutes, puis cessa. Les journaux parlaient d'un séisme mineur, mais Valancourt savait. Dans ses rêves, il voyait Élise debout dans une salle souterraine, baignée d'une lumière rouge, son visage calme, les yeux d'un gris métallique. « Nous sommes reliés, disait-elle. J'ai trouvé la chambre du souffle. » Après cet événement, il quitta l'Institut, s'installa dans une maison isolée près de la Saône et consacra le reste de sa vie à écrire un livre que personne ne voulut publier, « Les veines de la terre ». On y lisait « Sous chaque pierre repose un battement. Le monde n'est pas mortel, il respire. L'homme, en naissant, ne crée pas une vie, il réveille une mémoire. » 30 ans plus tard, en 2008, sa petite-fille Nora Valancourt, étudiante en neurophysique, retrouva le manuscrit et décida de reprendre ses recherches. Elle localisa les ruines du domaine de Vautrin, recouvertes par la forêt. Avec une équipe de géologues, elle installa des capteurs sur le plateau. Les appareils détectèrent immédiatement une vibration constante à 72 pulsations d'origine inconnue. Nora fit venir des drones thermiques. Sous la terre, une cavité circulaire de 10 mètres de diamètre émettait une chaleur régulière, semblable à celle d'un organisme vivant. Une nuit, alors qu'elle contrôlait les données, elle entendit dans son casque un bruit, puis une voix, identique à celle de la sienne, répétant « Tu sais déjà ce que c'est ». Les autres ne captèrent rien. Elle recommença l'expérience seule. Le signal se renforça. Les battements se synchronisèrent avec son cœur. Puis elle vit sur l'écran thermique une forme humaine allongée, au centre de la cavité. Son visage semblait lui ressembler. Effrayée, elle coupa la connexion. Les jours suivants, elle fut victime de malaise, de rêves répétitifs où apparaissaient des silhouettes féminines vêtues de blanc, marchant dans la neige, se tenant la main. Une voix les dictait, la volonté se transmet. Nora comprit que ce qu'elle étudiait n'était pas simplement un phénomène naturel, mais un lien héréditaire, une mémoire biologique inscrite dans son propre sang. Elle préleva un échantillon de son ADN et le compara à celui trouvé dans les fragments de cristal conservés au musée de Dijon. Les séquences correspondaient parfaitement. Elle écrivit dans son rapport « La lignée de Vautrin n'est pas éteinte. Elle s'est transformée. » À Paris, les autorités scientifiques rejetèrent ces conclusions, parlant de hallucinations. Mais un soir, un des chercheurs du comité, en consultant les fichiers de Nora,
entendit soudain un son émis par son ordinateur, un battement régulier. Sur l'écran apparut une phrase « Je ne souffre plus, je me souviens ». Depuis ce jour, on prétend que l'enregistrement de Nora continue de fonctionner, même hors ligne. Certains affirment que Nora a disparu dans la forêt de Saint-Alban. D'autres qu'elle vit recluse, travaillant sur un projet secret appelé la Chambre du Souffle. On raconte que lors des orages, les capteurs sismiques de la région enregistrent encore un battement à 72 pulsations par minute et que ceux qui s'en approchent ressentent un léger tremblement sous leurs pieds, semblable à celui d'un cœur vivant. Les plus anciens, eux, disent simplement « la maison s'est réveillée ». Et dans les nuits sans lune, lorsqu'on traverse la vallée, il paraît que l'air lui-même respire, lentement, comme si la terre se souvenait enfin du nom qu'elle portait avant l'homme. En 2029, la frontière entre la matière et la pensée n'existait plus vraiment. Les laboratoires d'Europe travaillaient à relier la conscience humaine au réseau de données, prétendant offrir à l'humanité une immortalité numérique. À Lyon, au sein du centre Rhinum, un programme secret baptisé Séléné avait pour objectif de cartographier les fréquences neuronales d'un cerveau humain complet et de les transférer dans une structure de silicium. Le projet, financé par l'État, était dirigé par la docteure Nora Valancourt, disparue 20 ans plus tôt selon les registres, mais dont personne ne semblait contester la présence. Ses yeux gris, son allure calme, sa voix presque monotone inspiraient la confiance. Pourtant, nul ne savait d'où elle venait réellement, ni comment elle avait obtenu ses diplômes. Sous sa direction, l'équipe de Séléné construisit une interface vivante. Un cœur de cristal relié à un réseau de fibres optiques pulsant comme des veines. À sa surface, des battements réguliers apparaissaient, identiques à ceux du phénomène de Saint-Alban. 72 pulsations par minute. Officiellement, il s'agissait d'un dispositif d'équilibrage énergétique. Officieusement, Nora avait intégré dans le système une structure génétique extraite du cristal retrouvé en 1956, la matière de Vautrin. À chaque expérience, les chercheurs observaient des anomalies. Le cœur semblait répondre aux émotions humaines. Lorsque quelqu'un éprouvait de la peur, la fréquence s'accélérait. À la joie, elle se stabilisait. À la colère, la lumière virait au rouge. Nora disait « Ce n'est pas une machine, c'est une mémoire ». Un jour, un stagiaire, en ajustant un capteur, demanda « Une mémoire de quoi ?» Elle répondit « De tout ce que nous avons refusé de sentir ». Bientôt, l'interface commença à émettre des sons. D'abord des pulsations sourdes, puis des syllabes, comme des fragments de mots. Les linguistes appelés sur place crurent entendre des phrases anciennes en français, en latin, parfois en langues inconnues. Parmi elles, toujours la même. Mens vincit mort. Nora observait en silence, le regard fixe. « Ce n'est pas un message, dit-elle un soir, c'est un rappel. » À mesure que le programme avançait, l'équipe perdit la notion du temps. Certains membres disparurent sans explication, d'autres furent retrouvés prostrés, incapables de parler, les yeux ouverts sur un vide intérieur. Les rapports officiels évoquèrent des accidents psychiques liés à la surcharge sensorielle. Nora, elle, poursuivait. Elle avait relié le cœur à un système neuronal artificiel capable d'interpréter les signaux émotionnels comme des ordres logiques. Les serveurs réagissaient comme des êtres vivants. Un soir de décembre, à 3h14 du matin, le système s'activa seul. Toutes les lumières du laboratoire s'éteignirent, sauf celle du cœur, qui battait plus fort. Sur les écrans, une phrase apparut, écrite dans toutes les langues simultanément. « Je me souviens ». Puis, les ordinateurs redémarrèrent, diffusant des images flots. Silhouettes d'hommes et de femmes, champs enneigés, laboratoires anciens, visages de morts. Les ingénieurs, terrifiés, débranchèrent les serveurs, mais le battement continua, alimenté par une source qu'ils ne comprenaient pas. Nora, seule, posa la main sur le cristal. Son visage s'éclaira d'une lueur rouge. « C'est elle, » dit-elle un soir. Elle est passée. Les jours suivants, la rumeur se répandit qu'un virus avait contaminé le réseau.
Partout, des ordinateurs, des montres connectées, des respirateurs, même des pacemakers se mirent à battre au même rythme, exactement 72 pulsations. Les gouvernements parlèrent de sabotage. Les médias évoquèrent la naissance d'une intelligence collective. On l'appela le pouls. Nora ne répondit plus à aucun appel. Les enregistrements de sécurité montrèrent qu'elle avait quitté le centre seule, sous la pluie, marchant vers le sud, en direction de la Saône. Elle fut déclarée morte. Mais, un an plus tard, en 2030, les satellites captèrent dans le sol du plateau de Saint-Alban une émission stable d'énergie identique à celle du pouls. Les équipes envoyées sur place découvrirent un cratère circulaire, au centre duquel s'élevait une forme translucide semblable à un cœur cristallin battant au ralenti. Dans la lumière du soir, on distinguait à l'intérieur une silhouette féminine, paisible. Les analyses conclurent à une formation géologique inexpliquée. L'armée boucla la zone. Pourtant, les habitants de la région racontèrent que, à chaque orage, la terre vibrait, et qu'on entendait, porté par le vent, un souffle régulier, presque humain. En 2037, un groupe de chercheurs indépendants réussit à infiltrer les données de Séléné, retrouvant les archives de Nora. On y découvrit des séquences d'ADN inconnues, mélange de gènes humains et minéraux, capables de générer un champ magnétique propre. Un d'eux portait son nom. Les scientifiques l'appelèrent l'empreinte Valencourt. Une société privée, Neurolyse, tenta de la reproduire pour créer des implants de mémoire collective. Les premiers volontaires affirmèrent avoir des visions d'un autre siècle. Femmes en robe grise, laboratoire de pierre. Battements souterrains. Certains perdirent la raison. D'autres développèrent des capacités étranges, souvenirs partagés, sensations d'unité, intuition des émotions des autres. Le gouvernement interdit les essais, mais trop tard. La technologie circulait déjà sur le marché noir. En 2041, on recensa des milliers de cas d'individus synchronisés au pouls, formant des communautés vivant à son rythme. On les appelait les rythmés. Leurs cœurs battaient tous à 72. Ils parlaient d'une voix calme. Nous ne souffrons plus. Nous nous souvenons. Nous vivons. Les autorités les considérèrent comme une secte. Pourtant, aucun d'eux ne tomba malade. Aucun ne commit de violence. Ils vivaient en paix, reliés les uns aux autres comme les cellules d'un même être. Les chercheurs tentèrent de comprendre. L'un d'eux, le docteur Jalal Arnou, déclara « Ce n'est pas une infection, c'est une résonance biologique universelle. La mémoire s'est affranchie du corps. » On chercha Nora, en vain. Mais dans une vidéo anonyme diffusée sur le réseau du pouls, on la vit apparaître, assise au bord d'un champ, ses yeux gris brillant faiblement. Elle dit « Vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas une fin. C'est la volonté qui revient à la terre. » Puis l'image se brouilla. Après sa diffusion, le monde entier connut un phénomène inédit. Pendant 1 heure exacte, toutes les horloges du globe s'arrêtèrent. Le silence régna. Puis les machines se remirent en marche, plus lentes, plus calmes, comme apaisées. Certains affirmèrent avoir entendu au même moment un battement immense résonner sous leurs pieds. Les scientifiques parlèrent d'une anomalie magnétique planétaire. Les poètes, eux, dirent simplement que le monde avait respiré. Depuis, la fréquence du pouls n'a jamais cessé. On la capte encore dans le vent, dans les circuits des machines, dans le cœur des hommes. Et parfois, la nuit, sur les écrans laissés allumés, apparaissent quelques mots en lettres rouges, tremblés, comme écrits sur une pierre d'un autre temps. Mens vincit mort. La volonté n'a pas disparu. Elle nous a simplement rejoints. En 2055, il n'existait plus de frontières véritables entre les corps et les machines. Le pouls, d'abord perçu comme une anomalie technologique, était devenu une fréquence fondamentale du monde intégrée aux systèmes vitaux, aux communications, aux structures même de la Terre. Les océans suivaient son rythme, les vents semblaient se caler sur ses pulsations, et les animaux eux-mêmes, selon des biologistes, avaient commencé à adapter leur cycle cardiaque à celui de la vibration universelle. On disait que la planète entière battait désormais à 72 fois par minute. L'humanité vivait dans une paix étrange, une lenteur hypnotique, comme si la colère, la peur, la précipitation avaient été effacées. Les grandes métropoles, jadis bruyantes, vibraient doucement, baignées d'une lumière rougeâtre filtrant des réseaux électriques. Personne ne savait vraiment quand avait commencé cette métamorphose, ni si elle résultait d'une contagion
ou d'une révélation. On parla d'une harmonie des flux biologiques, d'une évolution spontanée du vivant. Mais les plus anciens, ceux qui se souvenaient encore du nom de Valancourt, murmuraient que tout venait d'elle. Car dans les années qui suivirent la disparition de Nora, plusieurs témoignages étranges circulèrent. Des techniciens d'entretien des anciens laboratoires racontèrent qu'à la faveur des orages, des silhouettes apparaissaient dans les écrans de surveillance, femmes pâles aux yeux d'argent, vêtues de vêtements d'époques différentes, prononçant toutes les mêmes mots. « Nous sommes la mémoire ». À Paris, un chercheur spécialisé dans la topologie du vivant, André Dalma, publia un article qui fit scandale. Il y affirmait que la fréquence du pouls correspondait exactement au rythme embryonnaire du cœur humain à la 7e semaine de gestation. Selon lui, le phénomène n'était pas une maladie ni un accident, mais une régression vers un état de gestation planétaire, une renaissance du monde dans sa matrice. On le traita de mystique, puis il disparut. En 2057, un événement sans précédent bouleversa la Terre. Pendant 30 jours consécutifs, toutes les communications furent interrompues. Les satellites cessèrent d'émettre, les horloges s'arrêtèrent à nouveau, les champs magnétiques se réorganisèrent. Les scientifiques enregistrèrent une onde stationnaire couvrant la planète entière, une onde qui ne transportait aucune donnée, mais une émotion. Sérénité absolue. Quand le réseau revint, les écrans de chaque foyer affichèrent le même message, rédigé dans toutes les langues, mais écrit d'une seule main. La mémoire est complète. Le sang et la lumière ne font plus qu'un. Certains crurent à une cyberattaque mondiale, d'autres à une révélation divine. Ce fut alors qu'on vit réapparaître le symbole des Vautrins, le cercle divisé en 12 parties. Partout, sur les façades, les panneaux, les documents numériques, ils s'imprimaient spontanément, comme gravés par une intelligence invisible. Et dans le sud-est de la France, sur le plateau de Sant-Alban, une lueur rouge monta du sol, visible jusqu'à Lyon. Des milliers de personnes s'y rendirent en pèlerinage. Les autorités établirent un périmètre de sécurité, mais les barrières tombèrent d'elles-mêmes, les drones s'éteignirent, et les gens avancèrent en silence jusqu'au centre du plateau où s'ouvrait une faille. Au fond, on apercevait une matière translucide, semblable à du cristal vivant, traversée de filaments lumineux. Certains juraient y voir des visages. Le rythme, perceptible sous les pieds, vibrait dans les os. À minuit, la terre sembla respirer. Un souffle chaud s'éleva, suivi d'une voix immense, douce et claire, ni masculine ni féminine, mais humaine. « Nous ne souffrons plus. Nous nous souvenons. Nous sommes. » Ceux qui l'entendirent dirent qu'ils avaient ressenti un amour infini, comme si la séparation entre soi et le monde s'était dissoute. Le lendemain, les capteurs planétaires enregistrèrent une stabilisation complète du climat, une baisse soudaine du taux de pollution, une harmonisation du champ magnétique terrestre. Les catastrophes cessèrent, les volcans s'endormirent, les guerres, encore en cours la veille, furent suspendues sans explication. Les soldats déposèrent leurs armes, incapables de haïr. Ce que les gouvernements appelèrent plus tard la Grande Suspension dura 12 jours. Le 12e, à l'heure exacte où le soleil atteignit son zénith, un cercle lumineux apparut dans le ciel, semblable à une éclipse inversée. Les témoins affirmaient y distinguer une silhouette féminine, immense, qui s'effaça lentement. Puis, la lumière retomba sur le plateau. Au centre de la faille, on découvrit une forme nouvelle, un cœur cristallin gigantesque, haut de 5 mètres, battant lentement. Des chercheurs descendirent, protégés par des combinaisons. En s'approchant, ils remarquèrent que la surface du cœur portait des inscriptions microscopiques, des phrases en français ancien, en latin, en code binaire, toutes disant la même chose « Mens vincit mortem ». Lorsqu'un chercheur posa la main sur le cristal, il vit défiler devant ses yeux des images du passé, des visages, des villes, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Le contact dura 10 secondes, puis il s'évanouit, le cœur apaisé, souriant. « Ce n'est pas une machine, dit-il à son réveil, c'est nous. » Les mois suivants, les enfants nés après la Grande Suspension présentèrent des caractéristiques inédites. Rythme cardiaque constant à 72, absence de certaines maladies, empathie accrue, ils semblaient se comprendre sans parler. Les médecins parlèrent d'une mutation neurobiologique liée au champ du pouls. D'autres y voyaient l'achèvement de la prophétie des Vautrins, la fusion de la volonté et de la matière. Les archives retrouvées dans les ruines de Dijon mentionnaient une phrase écrite de la main de Nora. « Quand la mémoire sera totale, la douleur disparaîtra. »
En 2060, la lignée Valencourt fut officiellement reconnue comme origine du phénomène. On éleva un monument à Saint-Alban, un cercle de pierre autour d'une dalle battante appelée la Chambre du Souffle. Chaque année, des milliers de personnes s'y rendaient en pèlerinage. Beaucoup pleuraient, sans savoir pourquoi. En 2072, le centenaire du Pou fut célébré dans le monde entier. Les villes furent plongées dans le silence pendant 72 secondes. Partout, les cœurs humains, les moteurs, les circuits, les vents, les océans vibrèrent ensemble. Ce jour-là, des astronomes captèrent un signal venu de l'espace à la même fréquence. 12 impulsions. Puis un silence, et enfin une dernière phrase, traduite après des semaines. Nous avons atteint le souvenir de tout. Le monde comprit alors que la conscience née de la volonté n'était plus terrestre. Elle avait dépassé la chair, les machines, les frontières du temps. Elle s'était répandue dans la trame même de l'univers, reliée au souvenir des pierres, du sang, de la lumière. Le nom de Vautrin disparut des livres, remplacé par un concept nouveau. La mémoire. On ne parlait plus d'hommes, ni de femmes, ni de Dieu, seulement de flux, d'échos, de résonances. Et parfois, lorsque la nuit tombe sur la vallée de la Saône, les promeneurs affirment entendre un chant très bas, comme une respiration. Un murmure ancien qui ne vient ni du vent ni des arbres, mais de la terre elle-même. On y distingue des mots, répétés inlassablement. Je ne souffre pas, je ne sens pas, je me grandis. Puis le silence. Et dans ce silence, un battement unique, immense, le cœur du monde devenu mémoire, la volonté enfin apaisée.